Bonjour et bienvenue sur GGP TV pour cette nouvelle vidéo. Alors pour ce nouveau feuilletage express, je vais vous parler de Dragons Conquer America. Alors c'est un jeu de rôle à la base espagnol, ça a été localisé en français par Studio Decro. C'est un jeu de rôle qui vous invite dans le Nouveau Monde, le monde des conquistadors et des civilisations précolombiennes. C'est un jeu de rôle qui mélange histoire et fantastique, donc on va en découvrir plus, avec un système une mécanique à part entière, une mécanique dédiée que nous allons découvrir ensemble. A de suite pour ce feuilletage express de Dragons Conquer America. Alors, on se retrouve devant Dragons Conquer America. Alors, vous voyez de suite, c'est un superbe ouvrage. Le recto et le verso, ça attire l'œil. C'est une localisation, il est identique à la version originale. Studio Decro a donc localisé le jeu, a fait quelques petits additifs, quelques petites modifications. Bon, mais à la base, c'est le même jeu en version française. On va découvrir de suite ce qu'il en retourne. Voilà, alors Dragons Conquer America, l'index, les dragons, la magie. Alors là, on vous fixe un petit peu, on vous définit un petit peu l'environnement du jeu, c'est-à-dire le contexte, vraiment. C'est un contexte qui mélange à la fois l'histoire précolombienne, l'histoire du Nouveau Monde, la découverte des Amériques, mais aussi la magie comme la ressentait le folklore, disons, précolombien, comme le ressentaient les natifs de l'époque, et aussi une Europe de conquistadors qui mêle un petit peu des éléments historiques et magiques aussi. Le cadre, les dragons. Les dragons, bon, comme le dit le titre, Dragons Conquer America, c'est vraiment que les dragons jouent un grand rôle dans ce jeu. Voilà, alors il y a des petits clins d'œil, la découverte de l'Amérique. Vous voyez qu'ici, il y a de très belles illustrations, franchement c'est très joli. Il y a plein de petits encarts narratifs qui vous permettent de découvrir un petit peu l'ambiance. Dragons Conquer America, la terre, les territoires. Alors moi ce que j'ai regretté, nous allons voir qu'il n'y a pas de carte. Voilà, donc dans ce livre de base, il n'y a pas de carte. C'est un livre encyclopédique sans carte. J'avais rarement vu ça, mais vous n'avez pas de carte. Donc il va falloir que vous fassiez des recherches vous-même, que vous acquérir des suppléments, ou alors que vous allez sur Wikipédia pour voir un petit peu ce qu'il en retourne, voir la carte des différentes sections, des différentes parties qui composent ce nouveau monde. Alors la Terre, telle que les Européens la qualifient de nouveau monde, est un énorme continent. Donc là, vous êtes une période post-Christophe Colomb, c'est la période de Diego Colomb, le fils. Donc vous avez déjà Hispaniola, vous avez déjà tout ça. Donc vous êtes une période déjà où il y a eu contact entre les conquistadors et les autochtones. Les gouvernements, la théocratie, bon, le principe de théocratie précolombien, alors là, il y a un tas de noms barbares, je vais éviter de les prononcer, parce que bon, c'est pas toujours facile, mais vous avez aussi les religions, par exemple, le monarque suprême, chez les Anahuac, c'est les Aztèques en fait, ça s'appelle Tlatoani. Chez les Mayapan, c'est-à-dire les Mayas, vous avez l'Alakvinik, bon, je ne sais pas si je prononce bien, et dans les 4 régions, c'est-à-dire les régions Andes, des Andes, c'est le Sapainca, le suprême, et après vous avez les monarques, c'est-à-dire chaque cité-état est dirigé par un monarque, donc chez les Incas, c'est l'Inca, chez les Mayapan, c'est Lao, et c'est l'Anahuac, c'est le Tlatoani. En sachant que le Tlatoani, c'est quelque chose de très important, parce que c'est un élément central du jeu. La théocratie commence à ce moment, l'économie du système, c'est un système, le système précolombien, la civilisation précolombienne est un système de troc. Malgré tout, il y avait un système monétaire qui était passif de la fève de cacao, où on pouvait également se servir de fève de cacao comme monnaie. Les différents peuples, le caractère, l'apparence. Alors je vous l'ai dit, on a une grosse partie encyclopédique, c'est très intéressant, on en apprend plein sur historiquement, si vous êtes intéressé par tous ces peuples, les Toltecs et les Chichimecs. Les Chichimecs, c'est les tribus du nord de la zone dans laquelle vous allez jouer, qui sont assez proches d'ailleurs des tribus amérindiennes que l'on connaît bien à travers les westerns, tout ce qui est Apache, etc. Donc c'est les Chichimecs, c'est en fait les ancêtres de ces tribus Toltecs qui sont descendus vers le sud, qui sont installés. Bon, je résume vraiment, hein, excusez-moi si les spécialistes de cette histoire précolombienne sont un petit peu choqués, mais bon, je résume. Hein. Le monde spirituel, alors les 4 mondes, c'est standard, soit Maya, Aztèque, etc. Il y a les 4 mondes, le nord, l'ouest, ça porte des noms différents,
l'Est et le Tlalocan, tout est défini, tout est expliqué, de manière à ce que le meneur de jeu et les joueurs soient vraiment à l'aise, une fois qu'ils ont maîtrisé tout ça, pour incarner un personnage natif de ces régions, entrer dans le monde spirituel, comment se fasse la magie, les dieux et les saints. Alors Théot ou le dieu, c'est le dieu suprême, et vous allez voir qu'ici, il y a un système de théocratie qui place le dirigeant de chaque cité-État à une sorte d'avatar de dragon, voilà. Voilà, les Théotlatli, un avatar de dragon, un demi-dieu en fait. Alors en fonction des Mayas, des Aztèques, etc., la dévotion n'est pas la même, mais dans l'ensemble, ça suit la même logique. Donc les dragons et les mortels, les dragons et les femmes. Alors il faut savoir que le dragon chez les précolombiens ne va pas du tout être le même que chez les occidentaux. Les occidentaux, on peut jouer au dragon, on peut monter des dragons. Les dragons précolombiens sont plus des dragons spirituels qui agissent à travers leurs avatars. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu résumé. Donc là, vous avez les mythes de la création, le deuxième âge des dragons. Voilà. L'Anahuac, alors vous voyez qu'il y a de belles images. Hein. L'Anahuac, c'est en fait tout le monde nahuatl, c'est le monde des Aztèques en fait. Des Aztèques, des Mexicas, etc. Toutes ces peuplades qui sont réunies sous ce thème-là, l'Anahuac. Donc là, vous avez une division, le règne du spirituel. Vous allez voir que pour chaque grande peuple, chaque grand peuple du Nouveau Monde, vous avez le même canevas, la même description, la même structure d'explication, la culture, la philosophie. Alors là, on apprend plein. Alors moi, je dois avouer que je ne suis pas du tout un spécialiste, même si je me suis toujours un petit peu intéressé aux civilisations précolombiennes. Je ne suis pas un spécialiste, mais là, j'en apprends plein sur la société, la hiérarchie, le rôle des prêtres, le rôle des conseillers, tout le système de progression sociale qui était possible à l'époque, malgré qu'il y ait un système de caste, on pouvait quand même grimper d'une caste à l'autre en fonction de ses agissements. Le côté fragile du dirigeant, hein, ça on le voit à travers ça de nombreux films, de nombreux documentaires, le dirigeant de chaque cité-État n'est pas garanti parce qu'il est le tenant et il est le responsable de la prospérité de la ville. Donc si la ville ne prospère plus, c'est qu'il y a un souci avec ce dirigeant et un souci d'ordre divin et spirituel. Tout vous explique ici, le pouvoir, la loi, l'organisation militaire, c'est très militarisé, hein. Les conquistadors, quand ils sont arrivés, l'ont vite compris, malgré que ça ne se dit pas, bien que les conquistadors aient des moyens supérieurs technologiques, avec les chevaux, avec les canons, etc., ils sont tombés sur un peuple très 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 belliqueux, combatif, car on vous explique ici que la mort chez ces peuplades a une signification bien différente de la nôtre. Hein. Donc, la religion, le théolte et la matière, les 4 directions, les dragons, les esprits, comme je vous ai dit. Alors là, vous avez une description de nombreux dieux, en fait. Hein, dieux et demi-dieux et avatars, hein, voilà, de tous les Nahuac. Les différentes tribus, comme je vous ai dit, les différentes tribus, vous avez les Aztèques, c'est la tribu la plus importante. Voilà. Et parmi les Aztèques, vous avez aussi des peuples. Les Mexicas, voilà, par exemple, avec les personnalités les plus importantes, les Acoloas, les Tépanèques. Tous ces peuples peuvent être joués, hein, attention. Les peuples tributaires des Aztèques, c'est-à-dire que les peuples qui sont soumis à l'autorité des Aztèques, du moins dans la période où vous jouez, parce qu'il y avait souvent des changements et des basculements d'influence. Les différentes peuples, les Otomis, les Huatzèques, les Totonacs, certains sont plus ou moins liés, certains sont plus ou moins dépendants, et d'autres sont beaucoup plus autonomes. Là, c'est un autre peuple que les Aztèques, voilà. C'est des peuples qui sont souvent en guerre entre eux. Hein. L'Empire Tarasque, les tribus Chichimèques, voilà, vous voyez qu'ici, on est plus proche de l'Indien, hein, d'ailleurs, parce que comme je vous disais, voilà, c'est les tribus du Nord. On les considère comme des barbares, comme des sauvages, etc., par les autres peuplades. Les principales localités, alors là, certains noms vont vous dire, hein, le Grand Tenochtitlan, j'ai un mal fou avec ces trucs, Texcoco, Xololan, voilà, vous avez une tonne de villes, les ruines sacrées, Teotihuacan, qui est une ancienne cité. L'armée du 6e soleil, alors, l'armée du 6e soleil, par contre, c'est une armée, alors là, c'est l'ingrédient vraiment très fantastique, très
très original, je dirais, c'est de plonger l'armée du 6e soleil, qui est une armée de morts-vivants, qui petit à petit étend son influence sur les peuples d'Amérique centrale, hein, parce qu'on est vraiment en Amérique centrale en fait, hein, et qui s'empare petit à petit des villes abandonnées et qui commence à avoir des agissements sur les peuplades environnantes, les terrifier, etc., en sachant que ces armées-là sont accompagnées de morts-vivants, de magiciens nécromanciens, enfin, de tas de choses comme ça. Là, vous avez toute l'explication. Le Mayapan, on arrive au Mayapan, là, on s'éloigne un petit peu du centre de l'Amérique centrale, hein, ce qu'on peut représenter par le centre du Mexique. Là, on se rapproche plus du Yucatan, par exemple, avec les Mayapan. Alors, vous voyez que la structuration, c'est les royaumes serpents, la culture maya, qui est sensiblement la même que l'Aztèque, mais avec des différences au niveau de... Il y a beaucoup de différences, par exemple, dans les Mayapan, au sujet de la responsabilité du chef. Et ce n'est pas... C'est un représentant du dieu serpent, mais ce n'est pas forcément... on ne le considère pas comme un dieu non plus. Bon, c'est une personnalité supérieure, mais ce n'est pas vraiment... c'est pas aussi vénéré que les Aztèques, par exemple. Alors, aucune société du monde n'est égalitaire. Vous avez le même système hiérarchique, à peu près le même, hein, que celui des Aztèques, des Néo-Kan, pardon. Voilà, l'organisation militaire, le langage, la religion, c'est à peu près la même chose, avec les 4 directions, le destin dans les étoiles, les dragons, les ancêtres, voilà. Alors là, ils vous le disent, la plupart des Teotlactlis, c'est-à-dire les dirigeants, sont des héros ancestraux et des personnages historiques qui veillent désormais sur les mortels depuis le monde spirituel. Voilà. Donc, ils sont tous influencés, tous les chefs sont influencés par ces théocraties. Donc, certains tombent en désuétude, donc sont remplacés, etc. Vous avez le système des grands ancêtres, les différentes tribus, les États mayas, voilà, les 17 peuples mayas sont tous décrits ici, les Yokotan, un autre peuple maya, enfin, un autre peuple du Mayapan qui ne sont pas les Mayas, voilà. Les Itzas, les peuples Quiché, et là vous avez les Quiché, etc. Après vous rentrez dans les détails à chaque fois. Vous voyez que la partie encyclopédique est très importante. Les Chols, ou Cols, je ne sais pas comment on dit, les autres tribus, les principales localités, avec, oui, Chichen Itza, Mayapan, les autres fidélités que l'on connaît peut-être un petit peu moins, les ruines sacrées. Les 4 régions, là, vous voyez de suite, on passe en Amérique du Sud, on va dans les Andes, avec le domaine Inca. Alors là, vous vraiment très différent de la culture aztèque et de la culture maya. Voilà, là, il vous décrit un petit peu les 4 régions, qui sont toutes dirigées par le sapin Inca, la culture Inca, la société et les classes sociales, qui sont plutôt des responsabilités que des vraies classes sociales. En fait, chaque classe correspond à une responsabilité dans l'ensemble que forme la communauté Inca. Les momies, le rôle des momies, le micmac, les langages, la religion. Alors là, c'est complètement différent, parce qu'en fait, les Incas adoraient des dieux, hein, non pas des entités spirituelles, mais des dieux en tant que tels. Donc, par contre, il y a des représentations, etc. Donc aussi, les dieux peuvent s'incarner dans des humains. Les tribus des 4 régions, les Incas, la plus importante, la plus puissante, avec les peuples sujets. Les tribus frontalières des Incas, qui sont ici. Les Jivaros, les fameux Jivaros. Les agglomérations des 4 régions, Quito, Chachan, les ruines de Tiwanaku, parce qu'il y a beaucoup de ruines aussi, hein. L'Ancien Monde, là, bon, parce que vous pouvez aussi vous jouer de l'Ancien Monde, même si c'est peut-être moins intéressant, puisque le but du jeu, c'est de découvrir de notre civilisation. Alors l'Ancien Monde est décrit, c'est évidemment l'Europe, comme on la connaît, nous, à l'époque des grandes conquêtes, des grandes découvertes, mais avec des éléments fantastiques, qui dépendent évidemment de la religion catholique. La couronne d'Espagne, la culture européenne, les armées féeriques, vous voyez, même les seigneurs vampires, les rois et empereurs, orgueil et préjugés, les dragonnières, alors on peut monter des dragons, hein, les noms castillans, la religion, les factions et forces en présence, Hispaniola, hein, les Indes, c'est l'ensemble, l'Hispaniola, c'est la première grande zone de colonisation des Occidentaux,
Cuba, les autres colonies, les peuples, voilà. Et voilà, une fois qu'on a passé ça, on a fait 108 pages, on passe aux règles. L'aperçu du jeu, la règle d'or. Alors, on va découvrir ça petit à petit, on va survoler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le système est un système qui marche à base de cartes de jeu qu'ils appellent le MCJDR 25, parce qu'ils jouent avec 25 cartes. Vous allez voir comment ça marche. Alors, il y a des cartes spéciaux qui sont éditées, spéciales, pardon, qui sont éditées, mais vous pouvez utiliser un système de cartes traditionnel. On envoie les cartes qui ne servent à rien pour arriver au deck nécessaire. Voilà, les outils nécessaires au jeu, vous voyez qu'ici, le conflit, le social, l'exploration, divin et joker. Donc ça fait 5. Vous me dites, ah, purée, 5, c'est 5, il n'y a que 4 couleurs dans les cartes. Oui, mais là, c'est le joker, vous allez mettre un joker dans vos cartes. Donc vous allez prendre 6 cartes de chaque, qui vont de 1 à 6, 6 cartes conflit. Eux, ils fixent que les cartes conflit, par exemple, c'est les piques, les cartes sociales, les cartes exploration, les cartes divin, et vous mettez un joker dedans. Voilà. Le joker qui va servir à appuyer certaines actions. Voilà, vous explique tout, la main de cartes. Alors, votre main de cartes va varier entre 6 et 8 cartes en fonction de l'âge de votre personnage. Ouais, vous pouvez jouer avec des dés aussi, avec des dés normaux. Alors moi, je dois vous avouer, j'ai lu le système de dés, j'ai rien compris. Franchement, c'est un système qui a été ajouté, probablement pour ceux qui préfèrent lancer les dés plutôt qu'utiliser un jeu de cartes. Mais moi, forcément, j'ai vite abandonné la lecture de ce système, de ce DDCA. J'ai un peu décroché, je dois avouer. Je trouve que le système de cartes est nettement plus simple. Voilà, je ne vous en saurai pas plus parce que franchement, moi, la lecture de ce truc de dés, ça m'a gonflé, j'ai laissé tomber. Le temps, voilà. Les actions, alors les actions, bon là on est vraiment dans un jeu de rôle traditionnel, attention, on n'est pas dans des narratifs, etc. C'est un jeu de rôle traditionnel qui utilise un système, une mécanique particulière qui est à base de cartes. Mais le système est le même. Vous avez des actions, vous entamez une action et vous avez des contre-actions, des contre-actions, pas des contractions, hein, des contre-actions que vous allez utiliser pour contrer évidemment certains événements qui surgissent devant vous. Les valeurs des actions, alors il y a des valeurs de difficulté que vous allez dépasser en jouant vos cartes. On va expliquer. Les confrontations, c'est quand vous êtes face à quelqu'un. Donc là, ça va être celui qui fait, bon, en résumé, celui qui fait le chiffre le plus élevé en tirant ses cartes qui va remporter la confrontation, plus ou moins, voilà. Je vous lis un petit coup, allez hop. Résolution d'une confrontation. Pour résoudre une confrontation, les joueurs doivent toujours procéder dans l'ordre suivant. Le joueur d'un personnage déclencheur déclare une action, ça s'appelle l'action déclencheuse, explique quelle compétence est utilisée à approuver par la MJ et désigne là où les cibles. La MJ décide si un test d'opposition passif, top, qu'on va voir plus loin, s'oppose à l'action, ou si c'est le cas, elle déclare la nature et la difficulté du top, ainsi que les conséquences d'un événement éventuel. Tout personnage affecté par l'action déclencheuse, et qui est inconscient qu'elle a lieu, a maintenant la possibilité de déclarer sa contre-action et d'expliquer la compétence utilisée. Il faut savoir que votre personnage, il a des différentes compétences avec une valeur chiffrée. C'est la valeur de base du chiffre que vous allez démarrer. Voilà. Après, vous allez jouer une carte, la valeur de la carte, vous l'ajoutez à votre compétence. Tout simplement. Le nombre de cartes que vous allez pouvoir jouer et ce qu'on appelle le focus en fonction de la maîtrise de votre compétence. Vous allez pouvoir jouer 1, 2, 3 ou 4 cartes en sachant qu'elles sont défaussées. Voilà, là je vais vous expliquer brièvement. Les épreuves sont multiprivilégiées, la résolution d'une épreuve, la difficulté d'une épreuve. Voilà. Alors, il n'y a pas de confrontation dans une épreuve. Le meneur de jeu va vous dire c'est dangereux, vous allez traverser une zone difficile, il va falloir que vous fassiez preuve de prudence, par exemple. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle une épreuve de prudence en fonction d'une difficulté qui est fixée par l'AMJ, qui va lui, elle, déterminer avec une carte ou 2 ou 3 en fonction de la difficulté. Voilà. Si le joueur fait un score qui est égal ou supérieur, il réussit son épreuve. Les conséquences positives, les conséquences négatives. Les jokers, c'est une règle, vous voyez, qui est ici, qui sont encadrés. Alors, il y a différents types d'encadrés, qui sont des règles optionnelles, ou des règles conseillées, ou des règles qui sont vraiment destinées à être mémorisées. C'est un trait très important, et il faut que vous les reteniez. Le joker sert à appuyer certaines actions. Elles n'ont pas de valeur numérique, voilà. Une fois que vous les piochez du paquet, ça vous ajoute des bonus. Piocher des cartes. Oui, parce qu'à un moment donné, vous n'allez plus avoir de cartes. Donc, en fonction, déjà, dans le jeu, si vous jouez une carte qui correspond à la
au domaine de compétence de votre action, vous allez repiocher une carte dans la pioche, voilà, tout simplement. Si par exemple vous n'avez pas pioché, par contre si en plus vous avez joué un score qui est inférieur à votre focus, enfin c'est un peu compliqué, vous allez piocher 2 cartes au lieu d'une pour refaire votre main. Ça s'appelle ce qu'on appelle la maîtrise. Évidemment, vous allez choisir, et à un moment donné, vous allez choisir dans votre main, et à un moment donné, vous avez plus le choix que jouer une carte qui ne correspond pas, ce qu'ici, ils appellent ça, ce qui ne correspond pas au bon signe. Donc, forcément, là, ça va vous épuiser votre main, parce que vous n'allez pas refaire votre main durant l'action. En sachant qu'à chaque fois que vous changez de scène, vous allez pouvoir refaire votre main normalement. Voilà. Donc ça simule l'épuisement, ça simule pas mal de choses par l'épuisement de votre main, ça représente un petit peu l'épuisement de votre personnage, que ce soit un épuisement intellectuel ou physique. Les passes d'armes, alors là c'est vraiment les séquences d'action. Les tests d'opposition passive, comme je disais, c'est quand vous vous retrouvez face non pas à un individu, mais à une difficulté. La difficulté du top, ce qu'on appelle le test d'opposition passive, le top est représenté et défini par la valeur numérique du top, qui est déterminé par la MJ. Les capacités, votre personnage a votre différentes capacités qui va lui donner des bonus, donc là vous avez armure légère, lourd, toutes les capacités que votre personnage va pouvoir bénéficier à la création et durant son évolution. D'ailleurs on y arrive, les héros c'est la création de personnages, il y a 2 types de création de personnages, pour la campagne, donc c'est plus long, vous allez faire et vous avez aussi un système de... Alors là, il vous explique un petit peu la campagne, partir à l'aventure, l'historique. Les classes, vous allez choisir, c'est la classe de personnage que vous allez choisir qui va vous donner toutes vos valeurs chiffrées. Il va vous donner aussi un point d'expérience qui va vous permettre de gonfler ces valeurs chiffrées. Voilà, vous direz la culture, la religion, les sorts courants, parce que vous allez pouvoir lancer des sorts. Hein. Les personnages chrétiens connaissent le Notre Père, par exemple, et Je vous salue Marie, qui sont expliqués un peu plus loin. Les personnages natifs, c'est-à-dire précolombiens, connaissent la bénédiction de Nonodza et pénitence. Les rituels, l'âge, le statut. Alors, l'âge, comme je vous le disais, définit aussi la taille de votre main. Si vous êtes jeune, entre 16 et 25 ans, vous recevez 50 points d'expérience, et votre main est de 8 cartes. Adulte, vous avez entre 26 et 40 ans, vous recevez 70 points d'expérience, c'est-à-dire plus, pour gonfler votre personnage, mais votre main maximale est de 7 cartes, donc une de moins. Ancien, vous avez plus de 40 ans, vous recevez 100 points d'expérience, et votre main maximale est de 6 cartes. Vous voyez qu'il y a une espèce d'équilibre entre votre expérience qui vous donne des acquis et votre capacité d'endurance qui est représentée par la taille de votre main. Les traits, les aptitudes, l'initiative, etc. Bon, vous voyez qu'on est dans un système quand même, pour ceux qui connaissent bien le jeu de rôle, on est dans un système de jeu de rôle très traditionnel, à part la mécanique. Les talents, l'esprit, aventure indépendante. Là, le personnage, si vous voulez faire un one-shot un soir, est déterminé de manière beaucoup plus rapide. Voilà. L'évolution des personnages, en fonction, on gagne de l'expérience. Chaque point d'expérience que vous gagnez va pouvoir être dépensé ensuite pour augmenter vos compétences, augmenter votre focus, augmenter des points de vie, peu importe. Le déplacement, les points de vie, les points de dégâts. Voilà. Tant que vos points de dégâts ne sont pas supérieurs à votre point de vie, etc. Bon, voilà, c'est vraiment, on est dans le traditionnel, mais tout est bien expliqué. Blessure. Compétence et focus, donc comme je vous ai dit, il y a la compétence, et cette compétence a un focus. La compétence, vous avez une valeur chiffrée, et le focus, c'est le nombre de cartes que vous pouvez jouer quand vous utilisez cette compétence. Donc là, vous les avez toutes qui sont définies, la mêlée, le tir, l'artisanat, l'athlétisme, les règles optionnelles, les talents communs qui sont ici. Voilà, dans l'artisanat, vous avez arquebusier, artisan, débrouillard, fabricant d'un spécialiste, en athlétisme, tout est défini ici. Hein. Vous allez voir que c'est reporté sur la fiche de personnage. Métier, survivre. Le statut. Alors en fonction du statut, le statut va déterminer votre revenu, des tas de petits trucs comme ça. Donc vous avez l'esclave, roturier, noble. Vous allez voir que c'est pris dans les différents traits. Alors les traits, vous avez des traits d'historique, des traits de personnalité. Et là vous avez la liste des classes. L'aristocrate, vous voyez que c'est défini comme ça, vous avez de ce que vous les bases de départ, le charisme et le métier, vous les fixez à 5, la tolérance à 4, mais le tir, savoir et enfin rite à 3, 3 autres compétences à 2, c'est vous qui choisissez, et 3 autres compétences à 1. Les 3 dernières compétences, vous mettez 0.
En sachant que vous allez avoir des points d'expérience où vous allez pouvoir payer pour augmenter ces compétences. Voilà, vous avez tous les talents de classe, femme palais, beau parleur. Donc là, vous avez l'aristocrate. Ensuite, vous avez le sage, l'érudit, le chasqui. Vous voyez que c'est le messager, le coureur des bois, enfin peu importe. Le courtisan, courtisane. Le garde du temple, la garde du temple. Le prêtre théolte. J'aime bien les illustrations, franchement. Vierge du soleil. Quachtik. Le guerrier aigle. Vous voyez qu'il y a pas mal de personnages inspirés du fantastique, du folklore précolombien. Le guerrier jaguar, le fameux guerrier jaguar. Pocteca. Le célèbre Pocteca. Ouais. Alors, ils la définissent des idées aussi mortelles qu'une armée, des plans aussi... Voilà, c'est inspiré d'un personnage historique. Le seigneur des bêtes. Le chaman. Le paladin du soleil. Le pilleur de tombes. Pour tous les goûts. Le chasseur de têtes. Alors pour l'instant, vous voyez qu'on est toujours dans les civilisations du Nouveau Monde, dans la civilisation du Nouveau Monde. Les chasseurs de têtes. Le missionnaire chrétien. Parce que vous pouvez jouer un missionnaire chrétien, bien sûr. Vous pouvez jouer aussi un conquistador. Hein. Alors dans le même groupe, ça va être compliqué de mélanger tout, mais une dragonnière, vous voyez que les dragons européens, un hidalgo, un inquisiteur, Fayoumi Ramirez. Alors là, vous avez des personnalités, Aris Salavalava, Quetzaltenquitl, Bac le dément. Là, vous avez la fiche de personnage comme elle se présente. Voilà. Donc vous avez que mêlée, tir, artisanat, athlétisme, discrétion, chevauché. Vous voyez les valeurs chiffrées ici. Et vous avez aussi le focus. Voilà. Donc, des différentes, en fonction des personnages prétirés qui sont là. Vous avez 7 en mêlée, 5 en artisanat, 0 en tir. Donc quand vous lancez, vous tirez vos cartes, vous ajoutez 5 à la valeur des cartes que vous avez tirées. La pierre et l'acier, c'est en fait le guide de l'équipement. Alors, vous avez que l'équipement, il est vraiment très varié puisqu'il s'adapte à la fois aux civilisations natives et aux occidentaux. Donc ici, vous avez la détérioration en fonction d'une jauge que vous allez voir, que vous voyez ici. Vous allez, en fonction du nombre de points de dégâts que prend l'arme, vous allez avoir des niveaux. Par exemple, enrayé, brisé, compromis, et c'est indiqué par là. C'est une règle optionnelle que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Moi, je considère qu'elle peut être utilisée assez rapidement, puisque bon, c'est pas très compliqué à gérer. Et là, vous avez toutes les armes. Par exemple, ici, vous avez l'arme de mêlée, la grosse masse qui est le Kaou Ololi, par exemple. Voilà, c'est une masse de primitive. Vous avez le prix ici. Vous avez difficulté d'artisanat, de bois, si vous voulez le fabriquer. La mêlée, portée 2 et une arme contondante, et 3. Voilà. Donc, ici, vous avez la table de détérioration. Chaque fois que vous prenez des coups sur votre masse, vous avez ici ce qui se passe défaillant, donc ça veut dire réaction forcée. Après l'exécution de l'action qui a conduit au symbole défaillant, les personnages subissent un désavantage de ce qui utilise l'objet. Dans le cas des armures, ce désavantage s'applique à l'athlétisme. Voilà. Donc là, vous avez tout qui est expliqué. Donc vous avez des tas d'armes différentes, les différentes masses, les épées, les lances, les couteaux et les dagues, les haches, les marteaux de guerre, les arcs, les arbalètes, les arquebuses, les pistolets, les atlaltes, vous savez, ces fameuses armes de projectiles, qu'on utilise comme ça, là. Les javelots, les sarbacanes, les armures, les boucliers, les drogues, les objets divers. Voilà, vous avez quand même pas mal de matos, et là, on passe à la religion et à la magie.
l'esprit, c'est la magie spirituelle. Alors, pour la magie, vous dépensez ce qu'on appelle des points d'esprit. Donc pour lancer des sorts, ça va vous coûter un certain nombre de points d'esprit que vous pouvez regagner par des rituels. Donc tout est expliqué ici. La corruption, c'est quand vous échouez dans certaines transcendances, quand vous dépensez des points d'esprit alors que vous n'en avez plus, etc. La corruption peut vous envoyer des malédictions, de la malchance, etc. Voilà. Là, vous avez les rituels, les différents types de rituels qui vont vous permettre de récupérer des points d'esprit, le sacrifice, combattre l'hérésie, l'endurance, la scarification, en fonction des religions, protéger les fidèles, prier, le rituel de la drogue ou prononcer des vœux. Et vous avez la liste des sorts. Alors vous avez des sorts communs, qui sont ici, le Notre Père, par exemple, je vous salue Marie, comme on disait, et la bénédiction, ça c'est pour les chrétiens, et ça c'est pour les natifs, la bénédiction de Nonoza et la pénitence. Hein. Et vous avez les sorts par école. L'école Nahualtolt, comme on se le rappelle, c'est les peuples aztèques, par exemple. L'école Toatli, vous voyez que les sorts sont différents quand même. Hein. L'école Titiki, l'école Puilt, l'école des illusions, l'école Tchaklikli, alors vous avez plein de trucs, plein de sorts différents. Hein. L'école Tsansa, l'école de magie nécrophage, carrément. L'école Tlacatecolotl, waouh. Alors là, c'est encore pire. L'école Tiaultipoltil. Alors, vous voyez que tous les sorts sont un petit peu différents. Vous voyez, vous avez le coup ici, 2 points d'esprit, cérémonie, malédiction. Vous devez disposer des pieds d'un Quetzal, évidemment. La victime est condamnée à se perdre sans jamais pouvoir retrouver son chemin. Voilà. École de charme du Nouveau Monde. Voilà. L'école Tlachinchina. Vous avez plein d'écoles, l'école des zones, l'école des ombres, saintes écritures des prêtres, l'absolution, le requiem, le baptême, l'exorcisme. Vous voyez que tout est lié, par exemple, à la religion chrétienne, là, hein, évidemment. Les saintes écritures de Patmos, Smine, Perman, Philadelphie. Alors là, on est plus proche des textes apocryphes, de l'hérésie. Hein. Livre des 7 sceaux, l'écriture de l'Ancien Testament. Les ennemis alliés, c'est-à-dire le bestiaire, en gros, hein, les PNJ sont tous là, avec toutes leurs caractéristiques d'attaque, de détérioration, les PNJ colossaux, les serviteurs, tout est défini. Les Européens, les PNJ européens, le Stola Conquistador, l'arquebusier, le chef de troupe Hidalgo, le dualiste. Voilà, vous avez. Bon, c'est vrai que c'est très résumé, hein, c'est synthétique. Hein. Noble dragonnière, sage espagnol, le Nouveau Monde, musicien, guerrier, lancier, archer. Vous avez pas mal de chasseurs de tête, hein, seigneurs natifs, les bêtes, le serpent d'eau, la totoline, le jaguar, l'oiseau géant. Il y a peu d'illustrations, c'est dommage. Crocodile, cheval, chien de guerre, bon, chien de guerre, tout ça, mais bon, pour beaucoup d'animaux, il n'y a pas. Chauve-souris géante, dinosaures, oui, dinosaures. Ouais. Alors, les mondes spirituaux, vous avez tous les créatures fantastiques. Le dragon, les différents types de dragons, les zombies, les Nahuals, le champion. Alors là aussi, c'est pareil, très très peu d'illustrations. La momie. Alors là, les fantômes, esprits, spectres, le guerrier Tzimiltul, waouh, il y a plein de créatures là. Hein. Les autres dragons, l'autre type de dragon, les Mixqualt. C'est les dragons supérieurs en fait. Hein. Les zombies de feu. Bête ardente, seigneur de la lamelle. Le serpent de feu. D'autres types de dragons. Et enfin les autres monstres, le jaguar d'obsidienne, l'homme singe. Vous avez un bestiaire quand même assez conséquent. Hein. Le naga. Les ogres. Les sorcières.
les métamorphes, possédés, golem, très impressionnant tout ça. Les sirènes, les dragons terrestres, qui sont liés directement à la nature, les dragons Nawal, le papillon lézard, les dragons militaires, c'est les dragons occidentaux, hein, dragons méditerranéens. Alors là, c'est le dragon plus traditionnel, hein. Les dragons ibériques, légende inédite. Différentes cultures, le départ des dragons, vote des chercheurs, l'initiation, rapporter le feu, choc des cultures. Alors, autant tous ces éléments qui sont des éléments narratifs qui vous permettent de créer vos propres scénarios. Voilà, vous avez plein de petits éléments qui vont vous pouvoir de construire vos scénarios tranquilles. Voilà, le précieux paquet, l'escorte, les tyrans. Là, c'est pareil, c'est comment créer un tyran et comment introduire un tyran dans votre partie de jeu de rôle. La région du tyran. Alors là, vous pouvez construire, vous pouvez monter directement vos propres scénarios. Et enfin, il y a quand même quelques scénarios. Alors, c'est des petits scénarios tout court, hein, mais qui vont vous permettre de... Bon, là, je passe vite, hein, pour pas que vous voyez trop. Hein, qui vont vous permettre quand même de démarrer et de faire débuter vos joueurs dans l'univers de Dragon's Conquer America. Eh bien voilà, c'était la présentation, le feuilletage express de Dragon's Conquer America. Bon, je ne l'ai pas fait jouer évidemment, mais j'ai lu le livre. Alors déjà, c'est un très bel ouvrage, hein. C'est vraiment un super boulot. Le bouquin est très élégant, il est très joli, il y a pas mal d'illustrations, même si je trouve que le bestiaire aurait mérité plus, et qu'il y a l'absence totale d'une carte. Alors là, franchement, moi j'aurais mis, même si je prévois des suppléments avec des cartes, etc., qui sont joints peut-être au kit de la meneuse, ou quelque chose comme ça, ils auraient pu mettre au moins une petite carte à l'intérieur. Là, franchement, pour moi, c'est un petit peu dommage, ça. Sinon, la mécanique... C'est une nouvelle mécanique à appréhender. Bon, évidemment, si vous avez jamais joué de rôle, ça ne va pas vous gêner. Maintenant, si vous avez l'habitude de jouer avec d'autres systèmes, c'est une épreuve à passer. Hein, voilà, on débute avec un nouveau système. Moi, je suis pas fan des jeux de cartes, j'aime bien le traditionnel. Mais bon, je trouvais que j'ai fait deux, trois essais comme ça, vite fait, avec un paquet traditionnel, un paquet de cartes normal, ça fonctionne très bien. Hein, c'est pas un petit problème. Si vous tournez avec une petite table de pas trop de nombreux joueurs, ils vont vite s'habituer à la mécanique et ça va finir par tourner assez rapidement. Maintenant, pour moi, à mon avis, c'est un jeu quand même qui nécessite de l'investissement, déjà pour connaître, parce que c'est quand même très argumenté au niveau historique. C'est très cohérent avec la mythologie et les croyances natives des Aztèques, des Mayas et des Incas. Donc il faut quand même que au moins le meneur de jeu ou la meneuse de jeu, ils s'y connaissent un petit peu et vraiment bien appréhender ce bouquin. Les joueurs peut-être un petit peu moins, mais pour choisir leur personnage, c'est aussi un petit peu, ça nécessite un petit peu de connaissance, hein, franchement. Vous n'allez pas prendre un personnage comme ça au pif dans le bouquin, surtout que vous avez vu le nombre de classes qu'il y a en a quand même beaucoup. Donc, après, il faut vraiment trouver une orientation de scénario. Vous allez jouer quoi? Vous allez jouer des occidentaux, parce que pas tout n'est compatible, évidemment, il faut construire un groupe compatible. Vous n'allez pas pouvoir mettre, par exemple, un inquisiteur avec un prêtre maya dans le même groupe, hein. Ça me paraît un petit peu compliqué. Les tenants et les aboutissants de chaque scénario, il va falloir vraiment que vous définissiez lesquels c'est avec vos joueurs, se réunir. Avant de commencer, ça nécessite quand même une petite réunion avec votre groupe de joueurs pour savoir exactement ce qu'ils ont envie de jouer. Hein, exact. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment dépaysant. Déjà, la mécanique, forcément, c'est totalement dépaysant parce que c'est une mécanique dédiée à base de cartes, ça existe, hein, il y en a d'autres jeux qui utilisent des cartes, mais là, c'est vraiment particulier. Et l'univers, hein, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui sont autant imprégnés. Bon, on attend ça un cas impatiemment, hein, on verra de quoi il s'agit. Hein. Bon, on le sait déjà un petit peu, mais c'est beaucoup plus historique, beaucoup plus ancré dans l'histoire. Ici, on est avec des dragons, on est vraiment dans l'esprit
des croyances natives, avec ces fameux dragons, hein, ces serpents à plumes extraordinaires, beaux. Donc le bouquin reflète bien la beauté de l'imaginaire de ces natifs. Voilà, donc c'est à découvrir. Hein. Moi, je tire pas la pierre sur ce Dragon's Conquer America parce que c'est un très beau produit. C'est très bien traduit, c'est très compréhensible. Il y a plein de jeux, franchement. Maintenant, est-ce qu'il va trouver son public? Ça, je ne sais pas. C'est vraiment particulier. Je le souhaite parce que Studio Decro, avec ce bouquin, a fait vraiment un très bel effort de traduction et un très bel effort de production. Donc j'espère pour eux que ce Dragon's Conquer America va conquérir aussi les tables françaises. Voilà. Bon, c'en est terminé pour cette petite vidéo. Si vous avez apprécié ce petit feuilletage express, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne GPTV. Merci et à bientôt.